Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attention, je suis dangereusement en forme. La semaine dernière, on avait reçu Jean-Marie Lapointe pour parler du fait que beaucoup de gens en janvier font le Dry January et donc pendant tout le mois de janvier arrêtent de prendre l'alcool. C'est ce que j'avais fait jusqu'à temps que je m'en fâche. En fin de semaine, j'avais mangé avec des amis et la sécheresse du mois de janvier a pris le bord. Bonjour, Cybèle Olivier. Ouais, je pense que t'es pas toute seule à qui c'est arrivé dans les derniers jours. Ouais. Mais tu sais, tu pars, tu commences le mois de janvier, le 1er du mois, puis là, tu te dis, hey, je vais être capable, je vais y arriver. Puis là, pouf, tu vas manger avec des amis. Mais tu sais, ils sont là, tu te mettent un Negroni dans le visage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te dis, c'est pas grave. Ou, j'arrive toujours février, je vais peut-être me rattraper à ce moment-là. Ouais. Les amis le font. Là, on se rend compte, on veut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Mais c'est-tu grave, un verre? Et rien n'est grave. Bon, finalement, on est là, puis ça fait 2-3 verres qu'on prend, puis janvier est tout poubelle, on attend le prochain mois. Alors, je le confesse, j'ai un petit peu trop abusé en fin de semaine, mais je suis quand même dangereusement en forme. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Mais non, mais c'est une radio où on dit les vraies affaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas faire semblant. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont écouté Jean-Marie Lapointe la semaine dernière puis qui disent, voyons, Sophie est parfaite, elle boit pas tout le mois de janvier. Non, il Vous m'avez disait pas peut-être ça. vu au restaurant. Vous m'avez peut-être vu au restaurant, vous avez dit, c'est une sacrée menteuse. Ben non, je dis toujours la vérité. Donc, bienvenue à l'émission. J'ai tellement de plaisir à recevoir aujourd'hui Chantal Lamarre. Bonjour Chantal. Bonjour Sophie. Est-ce que tu fais le mois de janvier sans boire, toi Chantal? J'essaie de diminuer en janvier, mais moi, je vois pas pourquoi. C'est plate, il fait froid, il fait noir à 5 heures. Tu vois, t'as retrouvé ton bel entrain avec un Negroni. Alors, moi aussi, je me permets. Mais en même temps, le foie, il en veut un peu moins en janvier. Ouais. J'ai donné. Oui, on a donné. Ah oui. Mais c'est une belle initiative. En fait, c'est pour ceux qui ont un problème, je pense. Ben voilà. Puis si on n'a pas de problème, on peut se permettre de puisqu'on boire dit un tout, petit peu plus, j'en ai pas. J'en ai peut-être déjà eu un, mais j'en ai plus. Ouais. Voilà. Tout aura été dit. Donc, Chantal, on te reçoit, pour plein de raisons. On va parler dans quelques instants des différents projets qui vont t'occuper en janvier et en toute l'année, en fait, en 2025. Mais avant de commencer vraiment l'entrevue, j'avais envie qu'ensemble, on parle avec Pascale Monpetit, qui est comédienne et qui a témoigné de façon extrêmement émouvante sur les médias sociaux au cours des dernières heures de sa grande amitié avec Kim Yaroshevskaya, qui est décédée au cours des dernières heures. Donc, on la rejoint tout de suite en ta présence, Chantal. Donc, Pascale Monpetit. Bonjour, Pascale. Bonjour, Sophie. Bonjour, Chantal. Allô, Pascale. On se parle souvent. Oui, c'est vrai, vous vous parlez souvent. Oui. Alors, on arrête ça. J'ai beaucoup d'affection pour Chantal. Écoute, je vais m'avancer là-dessus, mais tu as des qualités de Kim Yaroshevskaya, toi, dans... Oui. Il y a une parenté quelque part. Bon. Oui. En tout cas, c'est ça. Merci. On s'en parlera. Ouais. Oh, ben là, tu viens d'émouvoir énormément Chantal. Pascal, on va laisser Chantal absorber cet immense compliment que tu viens de lui faire. D'abord, mes condoléances, Pascal, parce que tu étais proche de Kim Yaroshevskaya. Explique-nous comment se sont passés ces derniers jours, tout en respectant bien sûr la pudeur qui te caractérise, mais parle-nous de ces derniers moments précieux que tu as passés avec elle. Mais en fait, c'est bizarre parce que je sais pas, les journalistes m'ont surtout appelé moi, mais j'étais pas du tout la seule à être auprès de Kim dans la dernière semaine là. Si je voulais que je renomme des gens un peu connus, il y avait Violette Chauveau, il y avait Sophie Fauché, des amis très proches d'elle aussi, donc on se relayait à son chevet parce qu'on voulait pas qu'elle parte toute seule.
Et en tout cas, ça s'est passé un peu comme elle aurait souhaité, c'est-à-dire qu'elle a évité le CHSLD, hein. Oui. Et puis elle est passée de son appartement où elle vivait seule à l'hôpital où elle est morte quelques jours après. Donc, dans les circonstances, à 101 ans, c'est une belle sortie, là, si on peut dire ça comme ça. Mais tu sais, pour moi, elle est pas morte, la poupée. Une poupée, ça meurt jamais, hein. Donc, c'est ça qui est bien. Absolument. Chantal, pourquoi ça t'a ému autant, si je peux me permettre cette question-là, que... Parce qu'on se rend compte, elle est partie à 101 ans, puis on se rend compte aujourd'hui comment elle a frappé l'imaginaire de tout le monde, comment c'est une époque un peu révolue aussi, où on appelle l'enfant à développer sa capacité d'intervenir dans le cours des choses avec des notions de philosophie, de contes mythiques fondateurs, et que c'était une poupée, c'était une femme, Fanfreluche. Pour ça que c'est encore plus important, que c'était une héroïne, et puis qui était juste par la douceur. Moi, elle m'a tellement frappée, je vais laisser parler Pascal, que aujourd'hui encore, je mets la table en chantant une comptine de Fanfreluche. Bien sûr. Et puis laquelle comptine du chant? À la pointe du couteau, on place le verre d'eau, c'est ainsi qu'on met la table comme il faut. J'ai ça. C'est trop J'ai mignon. La poupée aussi chez moi. Tous les matins, je me lève, je vois Fanfreluche, je la remercie. Et puis, bon, ben, je trouve que Pascal et Violette, Sophie, bon, ben, elles ont été là jusqu'à la fin, puis sont entrées dans le livre, ces filles-là sont entrées dans le livre. On parle de la poupée, mais vous connaissez, peut-être pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous raconter d'où origine cette poupée-là. Kim Yarachevskaya est née en 1923, donc de parents communistes, OK? C'est des trotskistes convaincus et militants, très militants. Puis quand Staline est arrivé au pouvoir, il voulait pas, il fallait suivre la ligne dure du parti, puis les trotskistes étaient très, très mal, étaient pas les bienvenus du tout, puis ses deux parents sont morts, en tout cas, dans des circonstances tragiques, là. Ouais. Et Kim aurait souhaitait plus que tout au monde avoir une poupée, mais sa mère, qui était trotskiste, disait que les poupées, ça allait rendre les petites filles mièvres, etc. Et elle lui offrait un fusil en bois à la place, comme une bonne révolutionnaire. Et Kim, elle voulait tellement une poupée qu'elle prenait le fusil en bois, elle lui mettait une guenille autour, puis elle berçait le fusil comme si c'était une poupée, ou elle prenait une cuillère à soupe, elle mettait un ruban, puis elle jouait avec le cuillère à soupe comme si c'était une poupée. Wow. Et elle a pris une revanche incroyable des années après, en s'inventant un personnage de poupée qui a enchanté tout le monde. Tu sais, c'est complètement fou comme destin quand on y pense. Hein. Mais c'est tellement magique ce que tu viens de raconter, Pascal, parce que c'est plusieurs choses en même temps. C'est le pouvoir de l'imagination qui est plus fort que tout, une cuillère en bois qui devient une poupée. Puis c'est aussi la force de la nature, c'est-à-dire que t'as beau avoir une idéologie qui essaye de dire, ben voici comme ça, c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on fait. Oui. Mais la nature humaine est plus forte que n'importe quelle idéologie, que ce soit le trotskisme, qui est l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, peu importe. Le cœur est plus fort que n'importe quelle idéologie. Moi, c'est la leçon que je retiens, Chantal. Ben il y a ça aussi, puis s'adresser à l'enfant. Oui. Quand on a réussi ça, je trouve qu'on a fait un des sorts terrestres les plus enviables. Quand toute ta vie, tu rencontres des adultes maintenant, mais c'est quand ils étaient tout petits qui ont adhéré, puis qui ont bu tes paroles, puis qui ont... c'est merveilleux ce qu'elle a accompli. Puis on parle juste de Fanfreluche, elle a fait bien d'autres choses. Oui, c'est important d'en parler. Ce qu'on adorait, je dis les petites filles parce que c'était... les garçons aussi, mais il y a beaucoup de petites filles qui l'ont aimé à la folie, c'est qu'elle entrait... elle racontait une histoire souvent inspirée de contes traditionnels ou d'une histoire qu'elle avait inventée. Et si l'histoire prenait un tournant avec lequel elle n'était pas d'accord, elle entrait dans le livre comme une espèce de redresseuse de tort. Oui. Ça, c'est comme si ça nous défendait. C'est comme si ça prenait notre défense à tout le monde, puis on aimait ça. Ouais. Mais... Non. Le roi, il fera pas ça, puis ça se passera pas comme ça. Mais en fait, elle était contre toutes les injustices, le personnage de Fanfreluche. Mais Chantal vient de dire quelque chose d'extrêmement important. C'est sûr que dans le cœur des enfants devenus grands, ça restera le personnage de Fanfreluche ou le personnage de la grand-mère dans Passe-Partout pour une génération plus jeune. Mais c'est tellement plus
aussi que ça, parce qu'elle a eu plein de rôles dramatiques. Et je racontais tout à l'heure à mon collègue Benoît Dutrisac qu'à un moment donné, elle était montée sur scène. Elle jouait dans une pièce de Bertolt Brecht et le rôle qu'elle jouait, elle jouait une prostituée dans une pièce de Brecht. Elle était habillée avec des vêtements de prostituée déchirés, des barésies et tout le maquillage qui coule comme si elle venait de faire, comprends-tu, une turlute dans la ruelle. Et elle est montée sur scène le soir de la première, puis il y a quelqu'un dans la salle qui s'est décrié « Oh, fanfreluche! » On n'en sortait pas de ça, hein? C'est fou. Ben, je pense que ça la dérangeait pas qu'on retienne ça, surtout parce que la télé, c'est quand même un médium qui diffuse large, là. Mais c'est vrai qu'elle a joué beaucoup au théâtre, là, tu sais, beaucoup. Et puis des auteurs, elle avait des auteurs audacieux aussi. Elle avait, comme vous dites, elle avait pas peur de s'engager dans des aventures périlleuses, là, avec des rôles compliqués ou des rôles un peu fous ou fantasques. Elle avait pas froid aux yeux. Absolument. Ben, Pascal, merci beaucoup pour d'abord d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu as une journée très occupée, très émotive aussi. Alors merci d'être venu partager avec nous ce bel hommage très émotif, plein de poésie et de magie à Kim Yaroshevskaya. Tu lui as rendu un bel hommage. Je te remercie pour ça, Pascal. Merci à vous deux. Salut Chantal, à bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir. Bye. Chantal, donc c'est une bonne copine à toi, Pascal. C'est un drôle de hasard que ça arrive aujourd'hui. C'est une voisine, et si je tombe sur Pascal, on va occuper le coin de la rue assez longtemps. Ça a de la jasette. 2 pipelettes, oui. 2 pipelettes. Ben justement, moi je suis contente, j'adore recevoir des pipelettes. Et justement, donc il y a 2 raisons pour lesquelles je voulais te recevoir aujourd'hui, ma belle Chantal. La première, c'est que tu vas participer avec plein de gens connus et qu'on aime à la nuit de la déprime. Moi, j'y vais chaque année. C'est le 3e lundi de janvier. C'est la journée la plus déprimante de l'année parce que c'est la journée avec l'ensoleillement le plus court. Puis ça a été prouvé dans des études. Tout le monde est déprimé cette journée-là. Puis vous faites un spectacle pour essayer quoi? De nous empêcher de déprimer? En fait, c'est la magie, tu sais, de quelque chose d'éphémère, du spectacle vivant, la permission de faire, si c'est vraiment la journée où on devrait être le plus déprimé, on devrait trouver quelque chose de drôle là-dedans, de subversif. Tu sais, l'idée est vraiment très, très bonne. Très bon. Puis, dans toutes ces entreprises-là où tu t'en vas juste faire un mauvais coup, parce que tu vas faire un numéro, là, c'est un coup de dé, là, c'est un après l'autre, puis qui va de sa chansonnette, de son petit numéro. Alors, tu sais, c'est toujours varié. Le lien, c'est Christian Dubé. Christian Dubé. Ben oui, notre ministre de la Santé. On a parlé de la déprime. C'est ça. C'est le ministre de la Santé qui anime ça. Non, j'espère qu'il m'écoute pas, mais Christian Bégin, quel meilleur lien, pour assurer comme ça dans la déprime, donner le ton, mettre en valeur les gens qui viennent. C'est quelque chose qui, chaque année, ça marche. Les gens reviennent tout le temps. Si ça fonctionnait pas, on serait passé un autre appel, je pense, mais ça devient, c'est un jalon dans l'année. Commençons avec ça, là, puis après, C'est donc des sketchs? C'est chaque invité, là, fait un sketch différent? Nous sommes responsables de notre petit numéro. D'accord. Là, je vois, il y a énormément de chanteuses, hein, de grands chanteurs. Il y a Joe Bocan. Il y a Linda Lemay. Non, mais regarde, j'ai eu comme un émoi, parce que je suis contente de faire quelque chose avec Benoît McGuinness, mais tu sais, Jacques Michel, là, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Zachary Richard, excusez-moi, je me peux plus. Et Marie-Claude Barrette, moi, je sais pas, elle va-tu chanter, elle va-tu danser la claquette? Tu le sais pas. C'est une surprise à chaque fois, d'accord. C'est ça. C'est vraiment une enfilade de numéros avec, tu sais, le thème la déprime. C'est pas difficile à aller chercher. Puis je pense que le 20 janvier, on va avoir beaucoup de raisons pour être, si on n'est pas déprimé, on va être alarmé, en tout cas. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il y a le monsieur avec les cheveux. Et moi, j'aime mieux être au Saint-Denis ce soir-là. Vraiment. Ouais. Alors, justement, donc, le monsieur avec les cheveux orange va... toi, Infoman, vous avez du plaisir avec le monsieur avec des cheveux orange? Moi, j'aimerais m'amuser avec autre chose, peut-être, si on me le demandait. Mais je me souviendrai toujours, là, c'est une photo qu'on devrait ressortir. Avant que le monsieur avec les cheveux orange entre, je me souviens de faire un topo. Je suis avec Jean-René, on est assis sous le pont Jacques-Cartier, puis on a de la laine minérale d'attacher sur le dessus de la tête, puis un faux décor bling-bling. Puis tu sais, on fait le portrait du personnage là, dans tout ce qu'il y a de grotesque, ubuesque, là, puis en se disant, il rentrera jamais. Mais c'est ça, tu sais, là, ça vient, ça nous a rattrapés, puis
4 ans plus tard, ben rebelote. Oui, dans mais en quelque même chose temps- d'encore plus, je trouve, ça n'annonce rien de facile, là. Mais en même temps, c'est formidable pour les gens qui font le métier que tu fais. Oui, mais en même temps, on se Infoman. pose beaucoup de questions sur le rôle de la satire. Ouais. Toutes les émissions, les late shows font des sketchs, des numéros, des ouvertures, tu sais, avec des textes bien ciselés. C'est vraiment rentre dedans, c'est fort. Mais est-ce que c'est de santé qu'on puisse encore le faire? Mais en même temps, on voit là que ça fait pas bouger d'impact. l'aiguille. Comme tu dis, la chanson a beau être belle, ça n'arrête pas les guerres, même s'il y a eu 1000 chansons écrites là-dessus. Moi, Et ça te déprime? Est-ce que ça te déprime, pour reprendre le thème? Est-ce que ça te dérange des fois? Parce que, tu sais, aux Golden Globes, la personne qui animait les Golden Globes, je me souviens plus de son nom, elle a dit à un moment donné, elle regardait le parterre, comprends-tu? Il y avait juste des producteurs, des réalisateurs, des comédiens, des acteurs. Puis elle leur a dit, vous êtes des gens de pouvoir, vous avez tous les pouvoirs. Mais vous n'êtes pas capable de nous dire pour qui voter. En fait, ils nous le disent pour qui voter. Oui, mais je m'excuse, j'ai manqué les Golden Globes cette année, mais parce que tu as l'impression que eux, justement, Hollywood, par exemple, ou une forme d'intelligentsia, ou les milieux universitaires, c'est certain que ils ont des allégeances démocrates, mais là, qu'est-ce qui arrive pour que ce soit si débalancé? Tu sais, puis lui, il les méprise parce qu'il aurait vraiment voulu faire partie du... tu sais, pour écrire un tweet démonisant Meryl Streep, là, faut être à mère. Faut être à mère en maudit, là. Ben oui, parce que tout le monde aime Meryl Streep, maudit. Forcez-vous, si vous l'aimez pas, là, pour faire quelque chose. Est-ce que tout le monde aime Chantal Lamarre? Non. Oh non. Vraiment pas. Je pense que personne fait l'unanimité. Je pense qu'il faut être très lucide par rapport à ça. Il faut continuer à faire exactement ce qu'on aime de la façon dont on l'aime, parce que si je veux plaire à tout le monde, puis c'est vrai que j'aurais peut-être pu laisser tomber ce tel sujet, peut-être m'habiller autrement, peut-être être plus... non. Tu sais, ça aurait pas été payant. Mais personne, je pense que personne, il y a du monde qui ratisse plus large, là, puis qui ont... Moi, je trouve, tu sais, le vrai gène populaire, tu sais pas pourquoi, ils sont magnétiques. Oui, la poune aime son public, puis le public aime la poune. Il y avait du monde pour rire de la poune, puis dire aussi qu'elle était justement trop populaire, là, C'est ça, trop. Toi, t'en as rien à foutre, parce que tu nous prépares pour le mois d'août, ça va être la première fois que tu vas faire ça. Ton premier spectacle solo, j'adore le titre, Stepette et Cornemuse. Alors, bon... La question, c'est quoi ça? C'est quoi ce titre-là, Stepette et Cornemuse? Bon, laissez-moi vous expliquer un peu le modus operandi. On commence avec une idée. On se dit, vraiment, moi, j'ai 62 ans. J'avais noté 61. Non, pas depuis le 3 janvier, là, on passe là à 62 et je le dis. Hein, il y a des gens, il y a des filles coquettes qui voudraient pas, des gars aussi. Moi, j'essaie d'embrasser mon âge. J'adore ça. J'ai 59 ans. Parfait. Bon, j'essaie de faire, on est là, on assume. Et même s'il y a du matériau, là, il y a du drôle à sortir de ça, parce que on est la même personne, mais on change, puis je veux dire, on voit un petit peu moins loin, puis tu sais, j'ai déboulé 2 marches tantôt et j'ai entendu mon gars faire gériatrique moment, tu sais, alors... Je vois que ton fils a le même genre de sens de l'humour que toi. La pomme n'est pas tombée trop loin. Mais il est arrivé quelque chose, c'est suite à la pandémie. Je sais que on me demandait toujours ça. Veux-tu faire quelque chose toute seule? Et je disais non. Et je disais non parce que c'était non. Il y a rien qui correspondait. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec, je sais pas, des Claudine Mercier, des Marie-Lise, des humoristes. Comme metteur en scène. Oui. Puis quand je les voyais, je les enviais pas. Puis je me disais, regarde, eux, là, ils ont cette espèce de charisme de grand entre-gens que je n'ai pas, mais je suis une fille de théâtre. Fait que la scène, oui, je maîtrise quelque chose. Oui, je suis capable d'écrire aussi. Quand je me suis mis à voir des spectacles qui étaient des entreprises plus personnelles, des récits, là, j'ai fait, je pense que je pourrais m'amuser. Et j'ai retrouvé la scène en faisant partie de la distribution d'un spectacle qui s'appelle Les Nonnes, qui est un grand divertissement, qui n'est fait que pour divertir, qui n'est que pure fantaisie, mais qui procure énormément de bonheur. Donc, ça t'a redonné la piqûre. Moi, j'avais tout le temps le moton quand je me retournais en coulisses, parce que je me disais, mais t'es donc ben niaiseuse. Pourquoi
pourquoi tu t'es empêché de faire ça pendant si longtemps? Pourquoi as-tu boudé ton plaisir? Je le boudais pas. J'avais des enfants, j'avais de la télé. Puis à un moment donné, c'était comme, bon, je l'ai fait, puis j'ai été chanceuse. Mais quand on m'a dit, as-tu envie de réessayer? Et que là, j'y ai pris tellement goût, Sophie, que ça a fait, moi, là, de toute façon, la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un de 62 ans, c'est de répéter les mêmes choses, que ça s'imprime, que ça se dépose, que ce soit meilleur. Oui, parce qu'on est moins rapide quand on a 62 ans. Et de proposer quelque chose qui est comme une espèce de fantaisie, tu sais. Puis moi, je m'en vais pas sur le terrain, là, de tous les spectacles d'humour proposés, là. Il y a de la théâtralité là-dedans, un petit peu de performance, un petit peu d'histoire, un petit peu... Puis c'est vraiment, j'ai pris l'écrin d'un cabaret, là, tu sais. Non, mais on va rire. C'est sûr qu'on va rire. Moi, je suis sûre qu'on va être touchés. Puis je suis sûre qu'on va mieux connaître Chantal Lamarre. Même si je suis bien pudique. Oui. Oui. Bien réservée. Mais en fait, tu transparais. Regarde, quand tu es arrivé avant l'émission, je dirais pas de quoi on a parlé, mais ça faisait 30 secondes qu'on se parlait. Puis tu m'avais déjà parlé de ton enfance et tout ça. Donc, c'est sûr que tu feras peut-être pas nécessairement ça sur scène, mais t'es quelqu'un qui est quand même... je pense qu'on atteint rapidement la vraie Chantal. Oh, je sais pas s'il y en a une fausse. Oui, mais justement pour ça, il y a pas deux Chantal Lamarre. Non, je sais pas être autre chose que moi-même, malheureusement parfois. Alors, on sait toujours pas pourquoi c'est Stepette et Cornemuse. Par contre, t'as une petite limeuse, là. Parce que là, on propose quelque chose, on rencontre quelqu'un qui dit, j'embarque dans cette aventure-là, et il me dit, je vais aller montrer, voir s'il y a un petit peu d'intérêt à Rideau, mais il dit, pond quelque chose. Rideau, c'est le réseau de diffuseurs. C'est le réseau de diffuseurs. Tout le monde va voir en disant, est-que ça peut aller dans ma salle? Est-ce que je pourrais vendre ce spectacle-là, quand je pourrais le placer dans ma programmation. Et puis, mais là, faut que tu arrives avec une proposition. Puis là, j'ai fait, je veux pas être pris avec un titre qui va me déranger puis qui va annoncer quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Puis là, j'avais l'idée du cabaret personnel. J'ai dit, tu sais, au cabaret, c'était ça, c'était des stepettes, là, de double d'année, c'était des stepettes, puis Madame Lapoune faisait des stepettes, puis j'ai dit, OK, on va faire des stepettes. Mais j'ai dit, c'est juste... Il y a quelque chose qui dépasse la stepette. Je dis, qu'est-ce qui peut me représenter? Je dis, moi, la cornemuse, pour le petit côté décorum. T'es arrivé avec ton béret écossais. C'est très, très, très cornemuse. On connaît l'amour que j'avais pour Élisabeth II. Ouais. Alors, j'ai fait, puis ça va être le chaud-froid, tu sais, ça va être le yin-yang. Ça va être drôle. Entre le drôle et puis un petit peu plus grinçant. Fait que c'est devenu stepette et cornemuse. Puis après ça, c'est un work in progress, puis les morceaux se placent. Ça va commencer le 1er août 2025 en rodage. Cybèle? Moi, je me demandais, j'ai pas encore 60 ans, ça s'en vient tranquillement. Prends ton temps. À 25 ans. À 25 ans, ça vient de sortir du ventre de sa mère, ça, là. Mais là, Sophie, là, tu me places dans une position où j'ai l'air extrêmement juvénile, là. Mais c'est un hommage. Ma question, c'est moi qui va voir ton spectacle. C'est bien juvénile comme question, ça. Attends, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais apprendre d'une femme de ton âge, de la féminité ou de la maternité qui pourrait me parler, puis pas avoir peur de vieillir? Parce que, tu sais, récemment, il y a eu de Substance, tout ça, puis j'ai souvent l'impression d'être confrontée à une féminité qui est un peu terrifiante. Non, mais moi, je pense à toi en écrivant le spectacle. Je pense vraiment à toi et mon souhait, mon pari, c'est que tu sois dans la salle. Parce que je commence en disant, j'espère qu'il n'y a pas de jeunes. J'espère qu'on va être juste entre nouveaux vieux, là, tu sais, avec des références communes. On a tous vécu le même bon vieux temps. Mais en même temps, je le démonise un peu, puis je défrais le bon vieux temps. Puis les jeunes, je fais, écoutez, parce que vous allez peut-être avoir quelques notions de mieux vieillir en m'écoutant. Puis, tu sais, je trouve que le féminisme des filles qui sont plus vieilles que toi, c'est quand même important de l'entendre. C'est quand même important de l'écouter. Comme moi, j'écoutais celle devant moi. Jeannette. Je comprends. Tu sais, Hélène Pedneau, là. La vie en rose. C'est une grande lignée. Puis. Tu vois, ta question est super bien tombée. Parce qu'il va y avoir donc toute la place pour des Cybèle Olivier dans ton public. Hey, j'espère. Des petites jeunesses. Okay. J'espère. Je pense pas que vous allez remplir le 3/4 de la... Mais sait-on jamais? Mais c'est jamais. Curieuse, oui. Stepette et Cornemuse, ça commence le 1er août 2025. La Nuit de la déprime, c'est le 20 janvier au Théâtre Saint-Denis pour une bonne cause. Merci beaucoup, Chantal. C'est moi qui vous remercie. Puis merci aussi d'être venue rendre hommage à Kim Yaroshevskaya avec ta copine Pascale Monpetit. C'était très touchant, très émouvant. Un plaisir. On se voit à la Nuit de la déprime. Certainement. Je vais te taper sur le clou. Tu sortiras pas de là
indemne. Non. Ouais, je le sens. J'arrête pas tant que tu broyes pas. OK. Oh! C'est tout un défi. Je vous reparlerai de ça le 21 janvier, voir si t'as réussi. Mission accomplie. Merci, Chantal. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. En fin de semaine, vous avez peut-être vu passer des textes sur une histoire absolument crève-cœur. Un enfant québécois qui souffre d'une maladie rare, tellement rare qu'il y a à peu près seulement une 50aine de personnes à travers la planète qui souffrent de cette maladie-là. C'est une maladie très handicapante. Par contre, il y a un produit qui réussit vraiment de façon miraculeuse à aider cet enfant qui a 13 ans. Par contre, il coûte très cher, ce produit-là, et donc la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie, ne veut pas rembourser le médicament pour une raison vraiment décourageante. On va parler avec la maman de Xavier Renaud. Elle s'appelle Isabelle Asselin. Madame Asselin, bonjour. Bonjour. Commencez par nous raconter de quelle maladie souffre votre fils Xavier. Dans le fond, Xavier souffre d'un syndrome, le PCSK1, qui est mon conjoint porteur et je suis porteur, et on l'a découvert avec la maladie de Xavier. C'est inconnu et, comme vous le dites, extrêmement rare. Une 50aine de cas à peu près sur la planète, fait que c'était quasiment impossible là, qu'on donne ce gène-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a des signaux qui fonctionnent pas bien, dont les signaux de satiété, puis ce qui fait en sorte aussi que Xavier stocke des graisses alors qu'il devrait pas en stocker. Admettons qu'il va manger toute la nourriture au lieu de se convertir en énergie, mais le corps fait comme j'ai besoin de stockage, je suis en carence. Alors c'est ce qui arrive. Xavier a un poids d'obèse morbide là, à l'âge de 13 ans, mais obèse morbide d'un adulte là. Ouais, c'est important de mentionner quand vous dites il a un poids d'obèse morbide, ça n'est pas parce qu'il s'alimente mal, bien au contraire, c'est juste que sa condition fait en sorte que normalement son métabolisme lui permettrait d'absorber les aliments de la bonne façon. Là, le corps les stocke. Alors, donc cette maladie-là, elle est très handicapante, évidemment, parce que votre fils, il peut pas marcher beaucoup, il s'essouffle très rapidement. Et là arrive ce produit miracle ou ce médicament. Comment s'appelle-t-il? Quel est le nom du médicament et pourquoi il produit autant de miracles chez votre fils? Dans le fond, c'est la j'ai toujours la misère à le prononcer. Oui. La 7-mélanotide. D'accord. Dans le fond, du nom commercial Imcivree. Puis, c'est une médication là qui est injectable à tous les jours, qui va venir reconstruire les signaux de satiété et aussi de bien doser l'entrée de la nourriture pour qu'il y ait une direction vers l'énergie et non pas seulement en stockage. Ce qui fait que le poids de Xavier, il a cessé de prendre du poids, il a même réussi à en perdre. Wow. Puis, par conséquent, il a plus d'énergie, donc plus actif, donc il se déplace plus. Donc, c'est une belle roue qui tourne là positivement avec le médicament. Là, c'est pour ça qu'on le qualifie vraiment de miraculeux. Là, dans son cas, là, on n'a pas le même petit bonhomme. Là. Donc, il y a vraiment un avant et après le Imcivree, ce médicament. Alors là, on arrive au nœud de l'histoire. Combien coûte ce médicament? On parle à peu près annuellement 300 000 $ américains. Alors, on approche le demi-million annuellement. Alors, c'est pas quelque chose qui est accessible pour pouvoir le payer et la compagnie d'assurance ne le rembourse pas. On a besoin là que au niveau de la RAMQ qu'il soit recouvert. Ce serait le seul moyen pour que les assurances puissent le donner à Xavier, là. D'accord. Donc, si la RAMQ le reconnaissait comme médicament valide et remboursable, la compagnie d'assurance avec laquelle vous êtes assuré le rembourserait pour votre enfant. Exactement. Alors, qu'est-ce qui achoppe? Pourquoi le gouvernement, pourquoi la RAMQ dit non, on veut pas, c'est pas un médicament approprié et nous, on rembourse pas ça?
Ben, au départ, dans le fond, à la RAMQ, c'est que le médicament n'était pas arrivé au Canada. Suite au fait qu'il soit arrivé au Canada, on est avec l'INES, dans le fond, l'Institut national de la santé, qui doivent étudier ce médicament-là, mais on n'a pas d'ouverture de dossier. Le dossier à Xavier passe en dessous de la pile parce qu'on réussit pas à avoir de réponse. Mais au fin fond des choses, il est considéré comme un médicament qui fait maigrir. Puis au Québec, on n'est pas à l'avant-garde, en tout cas et à l'acceptation des médicaments qui font maigrir. Alors que Xavier, il y a une condition qui lui apporte un surplus de poids. Alors c'est vraiment une médication pour sa maladie qui entraîne un gain de poids exponentiel, un gain de poids impossible. Alors c'est pour ces raisons là qu'on est devant des portes fermées. Comme parent, ça doit être extrêmement décourageant parce que vous voyez le avant, le après. Vous savez que ce médicament-là peut aller jusqu'à même sauver la vie de votre enfant. Est-ce qu'il y a un risque je suis désolée de vous poser la question de cette façon-là, hein, c'est d'une maman à une autre, là, c'est pas un scénario que j'aime envisager, mais s'il n'a pas ce médicament-là, qu'est-ce qui pourrait éventuellement arriver à Xavier? Ben, il faut penser que Xavier, il a une ossature, il a un squelette d'enfant. Il y a un cœur qui s'est développé un peu plus vers l'adulte, étant donné qu'il doit traîner ce poids-là à tous les jours. Alors, c'est un chemin direct vers la mort. Puis tu sais, c'est difficile à dire. C'était surtout difficile à nommer à côté de Xavier parce que, oui, il connaît sa maladie, il sait c'est quoi l'éventuel. Sauf que le avant, on s'en allait, c'était un déclin. On avait commandé la chaise roulante, on a fait une demande de chaise roulante électrique, dans le fond, pour pouvoir qu'il puisse se déplacer, étant donné que il se fatigue, Xavier, quand même. Alors, si une chaise roulante a poussé, ben sinon, c'est nous qu'il faut que la poussions. Puis, après pas beaucoup longtemps après le début là, de l'injection, de la médication, qui était un mini-dosage là, au départ, on a vu une très grande différence au niveau de son énergie. Là. Il était surexcité, il voulait aller chez son ami, il m'a fait une belle surprise au 200e de Sainte-Claire, où est-ce qu'il est descendu de la maison quand même là, un petit peu plus qu'1 kilomètre à pied. Il était tellement fier, s'il était beau à voir dans les yeux, mais mon cœur de maman serrait, parce que je me dis, mon Dieu, il aurait pu se passer quelque chose, mais bon, bref, il était fier de lui. Alors, c'est inévitablement. Sinon, ben son foie aussi qui s'est beaucoup amélioré là. Dans les termes médicaux, là, on avait un foie F2, F3. Dans le fond, c'est l'élasticité du foie. Un foie gras qui peut s'en aller vers une cirrhose ou un cancer du foie. On est rendu entre le F0, F1. On a une amélioration qui ça s'est résorbé, c'est incroyable. Ouais, donc, on hésite habituellement, même comme journaliste, le mot miracle, c'est un mot qu'on n'utilise pas d'habitude. On laisse ça dans les églises puis dans les livres écrits il y a 4000 ans. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas le choix d'utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment spectaculaire comme changement. Je voudrais vous proposer quelque chose. Si vous aviez, mettons, là, Christian Dubé, là, mettons, hein, qu'on l'avait, là, devant votre caméra d'ordinateur, vous lui diriez quoi au ministre Dubé? Je lui demanderais d'ouvrir le dossier, de regarder. T'sais, on a fait des représentations, les médecins du CHUL, il y a beaucoup de gens qui interviennent pour la santé. Xavier, il est extrêmement bien entouré au niveau scolaire. Mais là, on a une embûche, puis c'est vous qui pouvez le résolver. On n'a pas d'autres personnes qui peuvent le faire pour le moment, alors d'où pourquoi on est rendu dans les médias. Alors, mais il y a quelque chose que je comprends pas, parce que j'ai lu les différents articles qui ont été publiés sur votre histoire, j'ai pris des notes, j'entoure, puis tout ça, puis il y a quelque chose que je comprends pas, c'est comme si dans notre système de santé, on portait un jugement moral sur la maladie de votre enfant. Est-ce que j'exagère ou c'est comme ça que vous le voyez, vous aussi? Je le vois exactement de la même manière. Je vois les médecins aussi qui me parlent. C'est au Québec, le surplus de poids, c'est comme si on le mettait de côté, puis c'est la faute de la personne. Je suis pas une personne petite non plus, fait que le regard pourrait être aussi envisagé de la même manière. Mais Xavier a une maladie qui cause son surplus de poids. Puis au-delà de ça, le surplus de poids, mais les médecins commencent à découvrir des choses, commencent à expliquer. Là, il y a des raisons derrière ça. C'est pas juste
la personne qui fait pas attention. Mettons, Xavier fait des diarrhées par jour, plusieurs. Fait que c'est juste pas logique. Oui, il y a une dizaine de diarrhées par jour. Fait que si moi, je fais une diarrhée 3-4 fois par jour, je prendrai pas du poids, je vais maigrir. Sous un soluté, il prend du poids. Tu sais, il y a des choses qui sont anormales. C'est ça. Son système est déréglé, alors, ça c'est clair. Exactement. Mais ce que je trouve absolument déplorable, Madame Asselin, c'est que c'est comme si on portait un jugement. Je veux dire, s'il avait une maladie où les manifestations physiques étaient autres que un surpoids et une obésité morbide, il y aurait pas ce jugement. Mais on devrait pas normalement être dans le jugement. Il est malade. Puis en plus, c'est une maladie excessivement rare. Donc, ça doit être extrêmement difficile pour lui. En plus, le regard que les gens portent sur lui, ça doit être difficile parfois pour son estime de lui. Vraiment. Quand il était plus petit, c'était plus difficile. C'était plus nous qui l'avions. Ce regard-là des autres, hein. Puis je me suis aussi fait déjà dire, hein, vous devez y en donner des cochonneries pour qu'il soit gros comme ça. Ben voyons donc. Oui, puis ça fait mal dans un cœur de parent. Puis des fois, en vieillissant, on se met des œillères parce qu'on se dit, ben, comme je me dis, des journées, j'ai pas le goût d'affronter ça. Là, Xavier vieillit, il a eu tout juste 13 ans en décembre. C'est lui maintenant qui se rend compte du regard des autres. Puis, juste à l'école, il me disait, maman, je préfère être en arrière. Je veux pas que les gens me regardent. Pourtant, c'est normal à un moment donné. Oui, ben là, on nomme par les classes. Oui. Xavier, mais il réussissait pas au primaire, c'était plus difficile parce qu'il y avait un brouillard mental, parce qu'il y a un surpoids qui fait que... Puis là, ses notes se sont améliorées vraiment, vraiment de beaucoup. Il est plus allumé, puis c'est un petit bonhomme... oui, c'est mon garçon, mais c'est un petit bonhomme intelligent, articulé, puis... c'est ça, fait que c'est... Écoutez, votre histoire a vraiment ému le Québec au complet. Beaucoup de gens m'ont parlé de votre cas. Beaucoup de gens m'ont parlé de Xavier. Donc, saluez-le de notre part. J'imagine qu'il est à l'école en ce moment. Isabelle Asselin, je vous souhaite beaucoup de courage à vous et à toute la famille. Écoutez, tenez-nous au courant si jamais ça débloque. Si jamais il y a quelqu'un à l'Institut national, je vois, il y a plein de lettres, là, avec des S à pu finir, là. Si ça finit par débloquer, puis qu'on prend votre dossier qui est en bas de la file, puis qu'on le met en haut, en bas de la pile. Merci beaucoup, Isabelle Asselin, et bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Tous les lundis à l'émission, je reçois Isabelle Huot habituellement, elle arrive hyper préparée, puis là, elle a préparé sa chronique, puis elle en a assez toujours pour à peu près 24 minutes de chronique, puis finalement, il y en a juste 6. Mais là, aujourd'hui, on va changer la formule parce que tu viens de sortir. Bonjour Isabelle. Oui, et là, on a 9 minutes et j'ai rien préparé. Et t'as rien préparé parce que tu fais juste répondre à mes questions. J'adore. Cette fois-ci. Donc, repose-toi parce que tu viens de sortir, ces jours-ci, avec José Lavigueur et la collaboration de Marie-Ève Prince, un livre qui s'intitule Ménopause, le guide pratique. Oui. Et quand on dit guide pratique, c'est vraiment ça. Incroyable. Parce qu'il y a des recettes, il y a des exercices et aussi, il y a un journal où on peut noter chaque semaine si nos symptômes, par exemple, la mauvaise humeur, si ça s'améliore ou pas. Pourquoi tu as eu envie de faire ce livre-là? Ben, honnêtement, les femmes me l'ont demandé. J'ai fait le premier livre avec Dr. Lynn Desautels. Mieux vivre la ménopause. Exact. Un livre très théorique où on abordait, tous les symptômes qui se manifestent à la ménopause. Pas chez toutes les femmes. Hein? Tu me disais, toi, tu as moins de symptômes. Il y en a qui ont davantage de symptômes. Donc, il y a différents niveaux. Mais il y a des symptômes physiologiques, psychologiques et cognitifs. Et là, il y a des solutions. Et là, on a fait ce livre-là en abordant les solutions, l'hormonothérapie, mais également des solutions alimentaires, des suppléments dans certains cas. Et là, les femmes disent, hey, c'est super, les conseils, mais comment je mets ça en pratique dans le quotidien? Et là, la réponse est dans le livre. Et là, je dois t'avouer que je me retiens à deux mains parce que c'est rempli de recettes plus intéressantes les unes que les autres. Et je remarque, mais toi, tu nous en as souvent parlé à l'émission, beaucoup de
tofu. Beaucoup. Des fois, du tofu avec du poulet. Ça m'a surpris. Oui. Du tempeh. Beaucoup de poissons. Oui. En fait, beaucoup le régime méditerranéen dont tu nous vantes souvent les mérites. Ben, absolument. Mais Sophie, je voulais absolument avoir suffisamment de phytoestrogènes tous les jours dans les menus que j'ai composés. Donc, je me suis dit, à la ménopause, c'est un allié. Des composantes végétales qui ont une faible action estrogénique qui peuvent aider à moduler les symptômes. C'est sûr, ça vaut pas l'hormonothérapie de substitution. Mais ça complète. Ça complète, hein. C'est 100 fois plus faible qu'une hormonothérapie, mais quand même. Et là, c'est pour ça que tous les jours, on a beaucoup de protéines végétales parce que les phytoestrogènes, on trouve ça dans les pois chiches, dans le soya, tous les dérivés du soya. Mais il y a une variante. Si t'aimes vraiment pas le tofu, tu peux prendre du poulet, tu peux prendre des crevettes, tu peux faire la même recette avec autre chose. Il y a une chose qui m'a frappée parce que je l'ai vraiment étudié avec beaucoup d'attention. Je trouve les petits déjeuners costauds. Oui. Et moi, j'haïs les petits déjeuners. Je sais jamais quoi faire. Ah oui. Et j'ai l'impression, parce que t'as vraiment comme 5-6 ingrédients. Tu sais, t'as du scie, puis des fruits, puis là, une boisson. Pourquoi c'est si important d'avoir des petits déjeuners aussi consistants quand on est en ménopause? En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est répartir l'apport protéique dans la journée. Ah, OK. Et on sait que la femme en ménopause, il y a vraiment une perte musculaire qui est importante. Dès l'âge de 40 ans, nos muscles fondent littéralement. T'écoutes ça, Cybèle? Cybèle, t'as quel âge? Ben non, de même trop jeune. 25. Ben oui, mais tout à l'heure, on avait Chantal Lamarre. Oui. Puis là, du haut de ses 25 ans, elle a dit à Chantal qu'elle avait peur de vieillir, comprends-tu? Oh! Là, j'entends ça, puis là, je me dis, bon, c'est les fait que là, elle dit, hormones. il y a 40 ans. Les quel muscles plaisir. fondent à 40 ans, c'est fou, parce que 50 ans, c'est encore pire. Ouais. Et qui dit masse musculaire qui fond un métabolisme qui ralentit. Donc, on dépense le gras abdominal. Plus Regarde, c'est ça, du gras abdominal. Je sais de que c'est pas de quoi ça a l'air, là, mais... Plus 13% de gras abdominal. Il y a une prise de poids à la ménopause, bien sûr, mais 6-7 livres, c'est pas énorme, mais c'est vraiment concentré autour du ventre. Et puis, ça vient souvent avec un syndrome métabolique, la tension artérielle qui s'élève, la glycémie, parfois un prédiabète. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais tes attention. conseils sont très précieux. Donc, moi, j'ai noté aussi, parce que tu le fais pas toute seule, ce livre-là, il y a Josée Lavigueur, il y a plein d'idées d'exercices qu'on peut faire à la maison et de musculation et qu'on peut faire à la maison avec une chaise. Pas besoin d'aller au gym, là. Simple. Et il y a une chose que j'ai notée. Oui. Le plancher pelvien. Ah, que c'est important. Pourquoi Écoute, moi, c'est important, le plancher pelvien? Il faut que tu l'invites à ton émission. Marie-Ève Prince, elle est extraordinaire. Je l'ai invitée dans mon programme SOS Ménopause. On a parlé d'incontinence urinaire, incontinence fécale. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se présentent. Bon appétit à tout le monde, si jamais il y a des gens qui mangent entre 2 et 3. Atrophie vaginale, c'est une professeure à l'Université de Sherbrooke, puis elle parle de l'impact de la chute hormonale sur ces tissus-là, parce qu'on perd du collagène dans le visage, mais on en perd partout, hein, dans ces tissus-là. Je confirme. Et c'est une... On est en train de décourager Cybèle. Je me regardais en plus, ils ont mis la caméra sur moi, puis là, je vous entendais parler, j'étais là. Là, je me suis annoncée, les gens vont voir mes réactions. Écoute, mais sais-tu quoi? Quand on vieillit, c'est le signe qu'on est encore en vie. Ben oui, mais c'est une sacrée bonne nouvelle. Ben non, j'adore la vie. J'adore la vie. Bon. Et la ménopause, c'est une transition. Tu sais, je veux dire, il nous reste presque la moitié de sa vie parce on veut tous devenir centenaire. Avec les conseils, on va tous devenir centenaire. Fait que ménopause en moyenne 51 ans. Ouais. Et Marie-Ève a des exercices de plancher pelvien parce qu'il y a comme une descente d'organes qui se présente. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire un petit peu de course, vont avoir des fuites urinaires. Tu tousses, il y a des fuites urinaires. C'est pas le fun. Mais il y a des moyens de prévenir ça. Et là, c'est pour ça qu'on a mis un journal parce qu'on est convaincu qu'à travers 4 semaines, on se sent mieux. Et là, c'est intéressant parce que donc, vous prenez la liste de tous vos symptômes. Alors, par exemple, l'acné, l'anxiété, les douleurs articulaires, la fatigue, peu importe, là, et vous mettez la façon dont ça évolue. Est-ce que ce symptôme-là revient? Est-ce qu'il disparaît? C'est extrêmement intelligent et il faut le noter. Bien fait. Il faut le noter parce que sinon... on oublie. De toute façon, on est en ménopause, on se souvient plus de rien. On se souvient plus de rien parce que les fonctions cognitives sont aussi affectées. Faut pas exagérer non plus, Isabelle, s'il te plaît. Là, on n'est pas complètement décervelé parce qu'on est en ménopause, là. Non, mais il y en a qui ont la totale. Tu vas me faire perdre mon travail, moi, Il y en a qui ont la totale, il y en a d'autres que ça va super bien. Hein, fait que, mais c'est sûr que les fonctions
fonction, la mémoire notamment. Moi, j'ai observé ça chez moi, la mémoire. Tu sais, apprendre des textes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me souviens plus. Elle vient de te dire la quelque chose, mémoire. Tu sais, apprendre des textes par cœur. Ouais. C'est vraiment difficile. Moi, je l'ai pas, ce symptôme-là. J'ai un petit peu de brouillard, mais c'est pas tant la mémoire, quoique peut-être que Richard te dirait exactement le contraire, ou peut-être que mon fils aussi te dirait le contraire. Je suis convaincue que mais de toute façon, c'est pas grave, parce qu'une fois qu'ils l'ont dit, je m'en souviens plus après. Ah, voilà. Et dans le livre, on a des collaborateurs, Sophie, que tu connais bien. Il y a Éric Simard, je pense que tu l'as déjà reçu, expert en longévité. On a une psychologue, Mélissa Lanier, parce que le période mi-temps de la vie, beaucoup de femmes se posent des questions. Donc, Mélissa est là, se remettre en question. Après ça, on a, Éric Simard, longévité, mieux dormir, Maude Bouchard, neuropsychologue. Ouais. Le sommeil, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très difficile. Et moi, je trouve que c'est important de se parler de ça, Isabelle. Et c'est important que, tu sais, on dit beaucoup les hommes qui doivent être des alliés, des fermes. Ben, s'il y a une époque où c'est vrai et où c'est important et il faut que les gars, vous tourniez pas la radio en changeant de poste quand on parle de ménopause parce que c'est votre femme, c'est votre meilleure amie, c'est votre mère, c'est votre collègue au bureau. Vous êtes entouré de femmes. Alors, ne dites pas que c'est un problème de femmes, que ça ne concerne que les femmes, ça concerne tout le monde, c'est super important. Et merci j'ai eu pour tellement ce des beaux témoignages d'hommes qui m'ont dit, Isabelle, grâce à tes conseils, j'ai retrouvé ma femme. Oh! Ça, c'est le fun. Écoute, on est ça, revenu amoureux, je la comprends mieux. Écoute, c'est-tu extraordinaire? Ben, merci beaucoup, Isabelle. Toujours un plaisir. On se retrouve lundi prochain. Merci, Sybelle. Arrête d'avoir peur de vieillir. Non, mais j'ai hâte. T'es toute en beauté, t'es magnifique, t'es intelligente, t'as pas de brouillard mental. Merci, Hugo Veilleux. Merci, Jean-Philippe Leroux. À demain. Merci. Kid.